Bien entendu, la grande entrevue. Ici Stéphane Bureau. Je reçois l'ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, merci d'être cette semaine encore avec nous. Oui, je vous en prie. Pour la suite de l'aventure, on s'est laissé la semaine dernière à votre retour aux communes après votre opération. Vous devez sentir que les tambours de la prochaine bataille commencent à battre. L'horizon référendaire se dessine tranquillement. J'aimerais commencer avec un extrait d'une interview que j'ai faite avec M. Parizeau, le jour du référendum. J'étais avec lui à son bureau de comté. Vous avez peut-être vu cette interview. C'est là où il nous a dit que si il devait perdre ce jour-là, il démissionnerait. Il pensait gagner, du reste. Mais je lui ai aussi demandé de me dire ce que ça avait été pour lui que d'accepter de faire de la place à l'autre ténor sur la scène dans les dernières semaines du combat. Parce que c'est pas simple quand c'est un combat qui nous mobilise et qu'on est le premier ministre. On l'écoute. À un moment donné, mon chef de cabinet, Jean Royer, à l'égard du qui j'ai beaucoup de confiance, hein, il a un jugement épatant. Il est venu me voir, puis il m'a dit, bon, ben patron, là, il est temps de faire passer Bouchard en avant. Puis j'ai dit, sur quoi vous basez là-dessus? Puis il m'a montré un certain nombre de choses dans des sondages, etc. Puis 10 minutes plus tard, j'ai dit, vous avez raison, on y va. C'est tout. 10 minutes plus tard? Ça, c'est l'aspect, oui. Ça, c'est l'aspect technocrate dont je parlais. Oui. Hein? Oui, il faut gagner. Il faut gagner. Il accepte de se pousser. Ça doit être tough sur l'orgueil d'un politicien d'accepter qu'il y en a un des deux qui est peut-être plus populaire, puis que pour la cause, il faut le laisser aller. Sûrement. Il n'y a aucun doute là-dessus, aucun doute. Mais c'est même un peu surprenant que M. Parizeau finisse par entrer dans cette voie. Oui. Par contre, c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe en ce qui me concerne. Il n'y avait rien de prévu là-dedans. Quand on disait l'autre jour, en se parlant, qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de planifier les choses dans les parcours et les méandres politiques, ça est un exemple. Qui aurait pu prévoir ça? Ce qui avait été prévu, en réalité, c'est que je rendrais à M. Parizeau l'appareil de ce qu'il avait fait pour nous durant l'élection de l'année précédente du Bloc à Ottawa, quand M. Parizeau avait fait les chemins de Gravel, comme on disait. Mm-hmm. Alors, moi, je parcourais les grandes artères, la télévision, les grands discours. Et lui, il se promenait dans les villages, dans les endroits, les capitales régionales, enfin. Les routes moins fréquentées. Ce qu'on appelle les routes de Gravel. Et c'était un rôle assez ingrat dans une campagne. Il l'avait fait très correctement. Dignement. Très dignement. C'était un bon soldat, M. Parizeau. C'est un bon général, mais c'est un bon soldat aussi. On ne fait pas de bon général sans bon soldat, de toute façon. Le technocrate, c'est à ça qu'il référait. Oui. Celui qui peut comprendre la logique de l'opération. Alors, dans le cas de la campagne référendaire, c'était à l'inverse, c'était normal. M. Chrétien avait décidé à Ottawa de ne pas suspendre les travaux de la Chambre des communes durant la campagne référendaire, si bien que moi, pour jouer mon rôle de chef de l'opposition, il fallait que je reste à la Chambre pour la période des questions, qui est l'activité principale d'un chef d'opposition, en réalité, comme vous savez. Mais après, ce qui était prévu, c'est qu'après les périodes de questions, on partirait en auto, puis on irait faire des routes de Gravel ici et là, en appui. Bon, c'est ça qui était prévu. Donc, il n'était pas prévu du tout que vous soyez le champion. Que je conçoive d'abord des discours, des stratégies de logique, d'éloquence, de persuasion, préparer des textes. Il n'y avait rien de prévu comme ça. Alors, du jour au lendemain, c'est Jean Royer qui était venu me voir pour m'annoncer la nouvelle. Je pense qu'on était j'étais chez moi, McNider Saint-Joseph, dans le petit bureau du coin, là, puis il m'avait annoncé cela. Et ça devait se faire dans la journée, je pense, à l'occasion d'un événement, d'une manifestation politique organisée au chalet du Mont-Royal. C'était pas vous y pensez, Lucien, et non. Vous nous revenez, c'est non, ce soir. On ne peut pas former un comité, on va en discuter, on va évaluer. Non, c'est pas ça, c'est la politique, c'est ça, de toute façon. Il faut que les choses se fassent vite. Hein. Alors, moi, je sais que j'avais dit oui rapidement.
Et le lendemain ou sur le lendemain, enfin, rapidement, là, on pourrait trouver la date, je me suis retrouvé sur la scène avec M. Parizeau, grande assemblée électorale, au chalet du Mont-Royal. Et c'est là que s'est effectué ce qu'on a décrit plus ou moins comme la passation des pouvoirs, où sur scène, M. Parizeau a annoncé ce que vous savez, m'a invité à le joindre sur la scène. On s'est donné la main, et puis là, moi, j'ai pris le micro, puis c'est parti de là. OK. Comme ça. Si, Totalement improvisé. Hein. alors, si on avait été une mouche dans les semaines qui avaient précédé et qu'on vous avait croisé dans votre intimité, vous deux ensemble, est-ce que je peux présumer qu'on aurait compris que vous n'étiez pas toujours sur la même longueur d'onde? Mes relations avec M. Parizeau, c'est assez compliqué, tout ça. Parce qu'il y a un mélange d'émotions, de déception parfois, de mécontentement de part et d'autre. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours admiré M. Parizeau. On ne peut pas parler de Jacques Parizeau sans d'abord dresser une liste de reconnaissance, de talent, d'intégrité, de dévouement, rarement vu dans la vie politique. C'est un homme exceptionnel, Jacques Parizeau. Bon, on n'a pas à parler de son intelligence, de ses connaissances, de sa préparation à assumer les plus hautes fonctions et de son désintéressement. Jacques Parizeau... Complet, hein? Oui, c'est un homme désintéressé, totalement désintéressé. Jacques Parizeau, par exemple, docteur du London School of Economics, professeur insigne au HEC, vedette d'ailleurs. Ses cours attiraient des gens. Les gens qui ont assisté à ses cours en parlent encore. D'une grande compétence économique et financière, serait certainement devenu, par exemple, gouverneur de la Banque du Canada. Il n'y a aucun doute que Jacques Parizeau pouvait penser que sa carrière pourrait l'amener jusque-là, mais c'est un grand bourgeois aussi. Bien, justement, je vous arrête là-dessus. Ça, c'est une chose très... Pour le comprendre, il faut savoir ça aussi. Bien, justement, parce qu'il ne venait pas, comme vous, de 5 heures de Marie. Ça ne nous a pas aidés. Ça n'a pas aidé à nos relations, disons. Ça n'a pas aidé à nos relations. Mais c'est lui qui vous regardait de haut comme grand bourgeois ou c'est vous qui, comme... Quand on n'est pas un grand bourgeois puis qu'on vient de gens qui a une famille modeste comme la mienne, on présume souvent du regard que les autres portent sur nous. À tort, mais peut-être pas toujours à tort. Hein? Peut-être pas toujours à tort. M. Parizeau, il disait, je suis de la 4e ou 5e génération. Il voulait dire par là que depuis 4 générations, son grand-père, c'est tous des médecins éminents, des doyens de la faculté de médecine, depuis 4 ou 5 générations. Puis Jacques-Yvan Morin aussi, de son côté. Il y avait du sang bleu. Oui, puis Jacques-Yvan Morin aussi. Je pense que Jacques-Yvan Morin avait une génération de plus que lui. En tout cas, il y avait une sorte de rivalité un peu entre eux, amicale, sans doute. Et non, M. Parizeau, il n'a pas été élevé à Jonquière, il n'est pas né sur une ferme à Saint-Cœur-de-Marie. C'est pas de sa faute, là. Mais je suis content que vous reconnaissiez une chose, c'est que c'est pas nécessairement le regard condescendant du grand bourgeois, parce que ça peut arriver, je ne l'exclus absolument pas, mais ça peut être nous, et je plaide coupable à ça, où on se sent jugé alors qu'on ne l'est pas, puis on se braque. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas été chanceux non plus, parce que ce que je veux dire par là, c'est que les circonstances où on s'est croisés ont toujours été compliquées. Comme par exemple, quand je suis devenu le principal négociateur du gouvernement en 1978, c'est M. Lévesque qui voulait que je le sois. Lui était ministre des Finances. Il était ministre des Finances, il était ministre du Revenu, il était président du Conseil du Trésor et je pense aussi ministre de la fonction publique. C'était le gouvernement quasiment ambulant. C'était lui le premier ministre, c'est ce que vous dites? Mais non, mais il était tout puissant, c'est sûr. Là. Et il allait s'engager un combat, pour ainsi dire, en tout cas une négociation très difficile avec les Fronts communs, à l'époque où c'était dur, les Fronts communs. Là. Alors lui, là, il se voyait diriger une grande négociation, puis il aimait la négociation, il adorait la négociation. Et tout à coup, on lui a annoncé que c'est pas lui qui choisirait son porte-parole, que ce serait un avocat de Chicoutimi qu'il ne connaissait pas. Il y a 350 000 entre Westmount et Outremont puis Chicoutimi. Là. Bon. Il n'a pas aimé ça. Et puis il me l'a fait sentir. Je l'ai senti, puis je sais pas. C'était ça, nos relations au début. Et puis je me souviens, moi, qu'au début, j'étais très mécontent de ça. Je trouvais que la façon dont il me regardait et tout. Puis moi, j'étais un gars assez fier aussi. Assez fier. Puis même si je venais de Chicoutimi, là, je faisais un peu cas de ma personne aussi, hein.
Alors, puis je me reconnaissais certains mérites, et bon, j'ai scrollé et tout, puis j'étais jeune, là, puis... Étiez-vous un peu coq? Un peu. Ben oui, normal. Moi, j'avais jamais eu vraiment de patron, là. Bon. Alors là, je me souviens, j'étais allé voir Jean-Roch Boivin, au bureau de M. Lévesque. Il dit, regarde, Jean-Roch, là, vous m'avez nommé là, puis M. Parizeau, il me traite pas bien. Jean-Roch, vous connaissez peut-être Jean-Roch Boivin? Oui. Hein? Il sera à vos côtés quand vous serez premier ministre, d'ailleurs. C'est une peau d'ailleurs. d'ours qui recouvre un cœur de sucre, Jean-Roch. Alors, il dit, Lucien, il dit, si je t'imagine qu'à choisir entre toi et M. Parizeau, M. Parizeau va choisir de te pas... Non. Il dit, si tu veux démissionner, va-t'en à Chicoutimi, puis tu veux plus que tu nous parles de ça, puis fais ta job. Tu sais? Non, si tu veux chialer, donc, Ouais, pour voir quelqu'un d'autre. J'avais compris que le vrai patron, c'était Jacques Parizeau. Alors, j'ai quand même fait le travail, puis on s'est entendu dans l'intérêt public, là. On n'a pas transposé nos mauvaises humeurs sur la qualité du travail à faire et tout. Mais ça a commencé comme ça. Puis après ça, là, je me retrouve du côté du beau risque. Lui, il n'était pas du côté du beau risque. Je suis ambassadeur à Paris, alors qu'il voit ça comme, à tout le moins, une incongruité. Et il le dit, d'ailleurs, dans un article paru dans le journal L'Actualité. Vous avez une longue mémoire, hein, pour ces oui, affaires-là. mais quand même, on parle de moi, là. Je n'ai que de moi à me souvenir, n'est-ce pas? Non, mais il y a quand même des petites cicatrices. Non, mais c'est normal. Hein. Bon, on est en contraste tout le temps. Puis là, je fonde le Bloc. Puis le Bloc québécois, il ne se prend pas forcément pour être la simple cohorte de transmission du Parti québécois. Prétend avoir sa propre existence et une certaine forme d'autonomie, même si le Parti québécois a puissamment aidé à la formation du Bloc. Le Bloc n'aurait pas existé si le Parti québécois ne s'était pas entremis pour créer les premières structures, motiver les premiers militants et certains. Mais il reste qu'assez rapidement, le Bloc a voulu être relativement autonome. Et là, M. Parizeau et moi, en ce moment-là, on incarnait deux points de vue différents. Et puis, on s'est sérieusement accroché quand il s'est agi de définir la question référendaire de 1995. Mais alors, sérieusement accroché. Là. C'est devenu une sorte d'affrontement public où je me suis allié avec Dumont. Et puis, qu'on a quand même forcé le jeu pour modifier le plan que M. Parizeau avait établi pour la campagne référendaire et la question. Que lui a perçu ça comme du sabotage dans son plan à lui? D'après vous? Mais moi, je trouvais que son plan n'était pas bon, là, mais il avait le droit de penser que le sien était meilleur. Mais il reste que la question compliquée, ça a permis d'aller chercher 10 points de plus dans le résultat. Vous étiez d'avis... La question simple, là, voulez-vous que le Québec soit souverain ou pas? Même à l'époque, c'était 40 % maximum. Alors, l'idée qu'il va y avoir une négociation pour refonder le Canada, parce que c'était gros le mandat qu'on avait obtenu, là. Et que si, dans l'année qui suivait, il n'y avait pas eu de règlement, là, le gouvernement du Québec avait déjà le pouvoir et la légitimité de déclarer le Québec souverain. C'était ça, la question référendaire. Mais lui, il voulait que ce soit plus... Il voulait que ce soit... Voulez-vous le Québec souverain ou pas? Ça, c'est 40 %. Plus expéditif. Ça, c'est 40 %, pas plus. Peut-être 35. Puis moi, j'en voulais un peu plus. Mais ça, c'est lui qui a peut-être raison. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait un autre référendum pour aller faire confirmer. Sceller l'affaire. Pour sceller l'affaire. Ça, il ne voulait pas. Bon. Parce que moi, j'ai toujours pensé, je le pense encore, que si les Québécois avaient su qu'il y aurait un autre référendum après, ils nous auraient donné une majorité forte, qui nous aurait placés à la table de négociation. Mais enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Non, mais ça nous ramène au rêve de Meach, qui était un Québec fort dans un Canada uni. Il n'est jamais arrivé qu'un dirigeant québécois soit présenté à une table de négociation avec un mandat de la population. Ça n'est jamais arrivé. Et moi, ce que je souhaitais, c'est qu'on se retrouve à une table de négociation avec un mandat, si on l'aurait eu. Mm-hmm. Mais la population était inquiète parce qu'on a éprouvé le besoin de créer un comité, d'ailleurs, pour juger de la qualité des discussions et du résultat obtenu. Mais ça, c'était un débat. Il ne voulait pas. Peut-être qu'il a eu raison parce que ça lui rappelait trop l'échec référendaire de 80. Qu'il avait vécu, qu'il avait très mal vécu. À la première personne de façon très cinglante. Je respecte son opinion là-dessus. Mais se peut-il que vous soyez fondamentalement, puis c'est pas un acte d'accusation, un fier nationaliste québécois qui aurait très bien pu s'accommoder toute sa vie durant du Canada, de ce pacte,
si la place du Québec avait été, elle, mieux reconnue. Probablement. Si le Québec avait été reconnu comme un peuple distinct avec ses pouvoirs, tous les pouvoirs qu'on réclamait, c'était énorme, là. Oui. Énorme. Mais donc, la Il séparation... est probable qu'on n'aurait jamais pu convaincre à une table de négociation le vis-à-vis d'accepter ça. De sorte qu'il y aurait eu déclenchement de la souveraineté. Mais je vais au bout de ma question. La séparation n'est pas une affaire qui vous démangeait fondamentalement depuis toujours. Ah, d'un Québec souverain, mais fier de ses... Ah non, moi, je suis... Est-ce que ça vous démangeait qu'on soit souverain ou vous auriez pu vivre confortablement, souverain, encore une fois? C'est pas le mot, là, qui compte. Moi, ce que je souhaitais, là, c'est que les Québécois deviennent totalement responsables de leurs décisions, de leurs échecs, de leurs réussites. Pas de péréquation, pas de permission de demander à personne, pas de quémandage nulle part. Un peuple indépendant, comme n'importe qui dans le monde, qui assume son destin, qui assume son existence. Je pense que ça nous aurait tous renforcés. Ça nous aurait tous motivés d'être plus responsables. Plus responsable. Oui. Le choix des mots ici est important. Oui. C'est ce que je pensais. Je le pense encore. Là. Je pense que ça aurait été c'était la solution pour le Québec. Mais ce n'est plus possible. On sait qu'avec l'évolution de ce qui est arrivé, la démographie, les événements, tout ce qui s'est passé, on n'est pas dans la même atmosphère, dans le même contexte politique qu'on était à l'époque. Mais pour vous, c'est fini, cette idée? Ah ben non, moi, avant de prononcer le mot fini, là, je le laisserai à d'autres. Mais quand vous avez des conversations avec vos fils, est-ce qu'on a une opinion là-dessus? Écoutez, moi, je ne veux pas parler pour mes fils. Mes fils sont capables d'exprimer leurs opinions eux-mêmes. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans les mêmes préoccupations. Ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Ils n'ont pas de démangeaison, eux, souverainistes ou nationalistes. Ils ont d'autres aspirations, mais c'est pas les mêmes. Auriez-vous voulu que vos enfants reprennent le flambeau? Pas nécessairement. Ah non. Non. Moi, je ne souhaite pas à personne. Mais pas nécessairement le flambeau. Je veux que beaucoup de gens entrent en politique, puis je veux que les meilleurs entrent en politique. Ça, c'est sûr. C'est fondamental. Là, j'ai commis un petit livre là-dessus. Mes enfants, est-ce que... Non, c'est dur. C'est dur. Il faudrait vraiment que ce soit leur décision et pas la mienne. Puis ils l'assument, leur décision, puis qu'ils assument leurs risques. Mais dans mes deux fils, il y en a au moins un qui ne fera pas ça. L'autre, peut-être. L'autre, peut-être. Ben, il vit aux États-Unis, mais il aurait été fait pour la politique. Il aurait été fait pour ça. Je reviens au choix, donc. Fier que vous êtes tous les deux, Parizeau et vous. Choix qu'il fait de se pousser ponctuellement pour le bien de la cause. Je ne sais pas si c'est de l'abnégation, mais en tout cas, il y a quelque chose à titre personnel. De son côté, il y a de l'abnégation, puis il y a surtout la démonstration qu'il subordonne à la réussite de son projet ses égos, ses mouvements d'ego. Hein? C'est sûr. En même temps, on va convenir qu'il y avait un certain risque pour moi de plonger là-dedans. Là, tu sais. C'était quoi le principal risque? Bien, de perdre. De perdre de 40 de perdre de 35 On était à 40 à peu près. Et d'être le responsable de l'échec. Oui, c'est sûr que j'aurais été un bouc émissaire tout désigné, mais je suis sûr que ce n'était pas l'intention de M. Parizeau. Non, mais je pense qu'il voulait gagner. Il pensait vraiment que je pourrais aider. Puis effectivement, les circonstances ont fait en sorte qu'on a quand même fait un bond de 10 dans les sondages. Le soir du référendum, êtes-vous passé par le Palais des Congrès? Oui. Parce que moi, je suis là. Je dois voir Parizeau à la fin de la soirée. Puis évidemment, pour des raisons qu'on comprendra rapidement après son discours, il sort vite sans parler à personne. Est-ce que vous parlez dans cette soirée? Non, on ne s'est pas parlé de la journée. Cette journée-là, on n'a pas pu se parler. Moi, je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas me parler, là. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu... C'était compliqué, cette histoire-là. Ça, c'est compliqué, ce qui est arrivé, là. Ce jour-là? Oh, ouais. Quand il y a beaucoup de tension dans l'air, quand ça va vite, puis qu'il y avait une énorme tension, vous comprenez? Il y avait des centaines de journalistes du monde entier qui étaient ici. Pour la première fois dans l'histoire du Québec, les caméras s'ouvraient sur le Québec. Première fois qu'on parlait du Québec, vraiment, comme la grande nouvelle du jour, là, sur la planète, que peut-être allait naître un nouveau pays indépendant de façon pacifique, après un vote de 95 de participation, en plein milieu de l'océan anglophone nord-américain, qui allait naître dans le droit, dans la légitimité et dans la démocratie et dans la paix, un nouveau pays francophone,
Donc, ça intéressait la planète, ça, la planète. Donc, on avait la planète qui nous regardait ce soir-là. C'est le soir où l'œil de l'univers s'est ouvert sur la planète, c'est le seul sur le Québec, c'est le seul soir d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'autre moment aussi important dans l'histoire du monde. Êtes-vous nerveux Nerveux que... ce jour-là? Quand vous vous réveillez ce matin-là? J'avais été, disons, réaliste tout le long de la campagne. D'abord, ça n'allait pas bien au début, vous le savez. Et je voyais monter, je voyais la réaction des gens, les foules. Ça ne tombe pas, les foules, là. Quand on prend la parole devant des foules 2-3 fois par jour pendant 3 semaines, on sent des choses, là. Bien, alors, je vous fais écouter quelque chose parce que, justement, à 3 semaines du rendez-vous, vous donnez l'impression d'être pas mal convaincu que c'est encore gagnable. C'est qu'il ne connaît pas, M. Parizeau. C'est qu'il ne connaît pas le Parti québécois. C'est qu'il ne connaît pas le militantisme des souverainistes. C'est qu'il ne connaît pas la force de l'idée souverainiste et la grande fierté qui l'anime. Il devrait savoir qu'à 3 semaines du 30 octobre, rien n'est fini, que tout commence et que nous allons le remporter le 30 octobre. Au chalet de la montagne. Vous parlez à ce moment-là de M. Chrétien, de M. Garcia qui avait dit que vous alliez On allait être se faire écraser. écrasé. Et vous dites non, ils ne nous connaissent pas, ils nous sous-estiment. Vous pensez encore que c'est gagnable quand vous prononcez ces mots-là? Oui. Parce que je trouvais que le camp fédéraliste avait fait une erreur terrible, en particulier le discours de M. Garcia. Parce que là, je sentais là, qu'on avait appuyé sur un bouton là, qui allait mobiliser le Québec. Là. C'est pas vrai qu'on peut humilier tout le Québec. Là. Notre orgueil avait été foulé aux pieds. Là, il est allé beaucoup trop loin, puis je sentais là, qu'il y avait une poignée, là, autrement dit. J'étais pas certain, j'étais pas sûr. Puis mon assurance, si on peut parler d'assurance, ma confiance en tout cas, elle s'est intensifiée au fur et à mesure de la campagne. Je le voyais, là, que le ton, ça changeait, l'atmosphère, l'intensité. Et puis à la fin, on était sûr de... dans la mesure où on peut être sûr de quelque chose en politique, là. Bien, votre sondeur, M. Lepage, disait, vous allez l'emporter. Je me souviens, la dernière assemblée qu'on avait eue, c'était le dimanche après-midi, la veille du scrutin. Et on était en scène, puis Jean Royer me tirait par la manche, puis il dit, M. Bouchard, je vais vous dire un mot. Notre dernier sondage, 52 52. Wow! Alors, quand je me suis réveillé le lundi matin, là, j'éprouvais une tension, c'était celle de vivre un moment historique, puis d'en avoir été un acteur. Le soir du 30 octobre, je ne vous demanderai pas de commenter longuement ce que vous avez ressenti après avoir entendu le discours de M. Parizeau, mais au-delà du jugement, peut-être sur ce qui est dit, qu'est-ce que vous imaginez qui va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures, prochains jours? Je pensais que, pour moi, que c'était fini. Que tout était scellé ce soir-là? Oui. Et quand je suis arrivé à la maison, le soir, Audrey et moi, on a convenu que j'allais terminer la session à Ottawa. Quand même, la session, il me restait 1 mois peut-être, 1 mois et demi de session, et que j'annoncerais mon départ de la politique, et que j'allais réintégrer l'exercice de la profession à Montréal. Donc, le parcours politique s'arrêtait quelque part en janvier. C'était ça qui était décidé le soir. Moi, je ne l'avais pas annoncé, mais c'est ça. Je n'avais pas annoncé comme M. Parizeau que je quitterais. D'ailleurs, M. Parizeau, quand il l'a annoncé, il pensait gagner. Hein? Il pensait gagner quand il l'a annoncé. En fait, il ne l'a pas annoncé. Il me l'a dit dans l'entrevue, mais il pensait qu'il allait gagner. L'entrevue, c'était pas un secret. C'était un secret absolu. En fait, pour combien de temps? Pour 24 heures? Non, ça aurait dû être normalement pour plusieurs mois. Et l'embargo a été élevé. Ah, ça, je ne savais pas. L'embargo a été élevé parce qu'ils avaient effectivement la possibilité de dire non. C'est pas notre discours d'hier soir qui fait qu'on démissionne. Nous l'avons dit. On peut comprendre ça, oui. Donc, la démonstration était là. C'est ça qui est arrivé, là, je comprends maintenant. Ils ont levé l'embargo. Ils ont levé l'embargo. Ils l'ont levé dès le lendemain? Le mardi matin, oui. Après sa démission. Non. La démission, c'était le mardi après-midi. C'est ça, au Salon Rouge. En fait, pour vous dire la vérité, il a répondu à la première question en disant non, ce n'est pas mes déclarations. Je l'ai dit hier à bureau et demandez-lui l'extrait de l'entrevue et vous verrez que c'était mon plan si je devais perdre. Mais à ce moment-là, donc,
quand vous apprenez ça, qu'il va démissionner? Bien, je l'apprends d'abord dans des conditions tout à fait... des conditions inconcevables. Le mardi matin, on s'en va à Ottawa. On s'arrête manger dans un restaurant près de Hudson, sur le bord de la route. On se fait assaillir littéralement dans le restaurant. Il y avait de la tension, hein? Beaucoup de tension. Puis on nous parle du discours. Les gens avaient l'impression que c'est moi qui avais fait le discours de la veille, là, le fameux discours de l'argent et de l'ethnique. Là. Je voyais que, en tout cas, on n'a pas demandé notre reste. On est parti, puis on est rentré à Ottawa. Puis là, c'est la période des questions. Alors là, je vais rentrer dans la Chambre des communes pour poser une question pour désolidariser le gouvernement fédéral. M. Chrétien est beau joueur. Il est beau joueur. Il n'est pas mesquin. Il ne nous tape pas sur la tête, là. Élégant. Élégant. Bon. Faut dire que ça allait passer tellement proche qu'il ne pouvait pas trop... Mais il aurait pu ne pas être ce qu'il a été. Là. Bon. Et là, bon, on sort de la période des questions. Là, c'est les journalistes. C'est les journalistes qui nous assaillent. Le discours de Parizeau, le discours de la veille. Bon, on sort de là, puis on monte à mon bureau. On prend l'ascenseur, puis on monte à mon bureau, le bureau de chef d'opposition à Ottawa. Puis là, le temps de le dire, quelqu'un m'appelle de Québec. Je ne sais plus qui m'a appelé. Pour me dire que M. Parizeau venait de démissionner. Alors, tout basculait, là. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas combien de gens m'ont appelé de Québec, de mes collègues, pour me dire, Lucien, est-ce que tu te présentes? Déjà c'est en mouvement, ça. Hein? Instantanément. Le roi est mort, vive le roi. Hein? C'est tout de suite, là, en politique, il n'y a pas de vide. Là. Alors, tout de suite, les gens se sont activés. Et puis, Bernard m'a appelé, Pauline m'a appelé, Guy Chevrette m'a appelé, tout le monde. Puis, Lucien, si tu y vas, on n'y va pas, etc. C'est ce que tu fais. Et moi qui étais en train de presque de faire mes boîtes pour retourner exercer la profession à Montréal, tout à coup, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Une incroyable situation aussi. Vous voyez, la succession d'événements tendus et d'émotions, là, c'est incroyable ce qu'on vit. Est-ce que ce jour-là, vous appelez votre femme pour lui dire « Audrey, mon amour », ah non, je n'avais pas osé évoquer l'hypothèse ce jour-là. Moi-même, je ne savais pas ce que je ferais. J'étais pas... Parce que vous étiez un peu fait à l'idée la veille que c'était fini. Non, exactement. Puis j'étais encore dans ces dispositions-là. Là. Je peux pas... Puis, mais en même temps, je voyais bien que le trou, le vide béant qui s'ouvrait devant moi à Québec, je voyais que je n'aurais pas d'opposition de la part de mes futurs collègues du Parti québécois. Puis il y a eu une période d'hésitation, évidemment. Puis, mauvaise nouvelle pour le couple. Très mauvaise nouvelle pour le couple, évidemment. En tout cas. La pire des nouvelles pour le couple? Quand vous... Je dirais pas que c'est la pire, mais quand vous choisissez. Oui, mais je n'ai pas choisi sans avoir à consulter puis solliciter des consensus. Puis bon, vous savez comment... Non, je ne sais pas parce que je n'ai pas fait de politique. Donc, je n'ai pas idée. Je peux intuitionner. J'avais déjà vécu en couple, peut-être. Un peu, en effet. Et je sais que quand on a tiré ces conclusions, on ne consulte que pour obtenir la conclusion à laquelle on est arrivé. En un sens, mais j'étais pas... je ne l'aurais pas fait au dépens de mon mariage. Les enfants étaient trop jeunes à l'époque pour être le moindrement consultés. Il est tout petit. Mais c'est arrivé assez graduellement, finalement, bon. Puis il y a des choses insignifiantes, d'ailleurs, qui arrivent puis qui ont leurs conséquences. Je me souviens qu'il y avait toujours la question matérielle. Bon, c'était pas évident, là. Vous étiez pas riche, disons les choses. On a fondé le bloc avec des bouts de chandelle. Il y avait des semaines où je n'étais pas sûr de pouvoir payer le personnel du bloc, là. Alors, ça n'a pas été facile, tout ça. Bon, là, on allait quitter cet état pour entrer dans celui d'un professionnel qui peut-être allait pouvoir gagner sa vie. Parce que quand j'ai travaillé, j'ai toujours très bien gagné ma vie. Qu'on me laisse travailler, puis je vais gagner ma vie. Alors, c'est ça que j'aurais fait. Puis Audrey le savait, mais là, en retournant en politique, alors on avait fait les budgets. Je me souviens, on avait fait un budget. Ça, on va demeurer à Québec. Là, j'imagine qu'ils vont nous loger à Québec, le premier ministre. Et puis,
La pension fédérale, tout ça, puis bon, très bien. Mais non, pas de pension fédérale, Lucien Bouchard. Vous Non, avez parce dû que y l'archevêque renoncer. de Québec monte en chaire. L'archevêque de Québec monte en chaire et me dénonce. Moi, il me dénonce. Parce que j'allais occuper une fonction à Québec tout en touchant une pension fédérale. Il s'est cité un exemple. Il m'a dénoncé, mais j'ai jamais compris, avec une véhémence. Il s'appelait Monseigneur Couture, j'ai bien retenu son nom. Alors là, moi, je me dis, puis j'avais déjà eu comment on appelle, des briefings, des présentations sur la situation financière du gouvernement. Ça n'allait pas du tout, au gouvernement. Non, ça n'allait pas très fort. Tout. Déficit de 6 milliards. C'était Mais gros, faites là. juste me dire que le Monseigneur Couture monte en chaire pour dire que vous ne pouvez pas encaisser votre pension fédérale. Est-ce que le bon catholique en vous, parce que vous êtes un bon catholique, Oui, d'autres est-ce qu'il est interpellé? Est-ce que... Ben oui, mais je dis, qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Moi, je ne suis pas un protestant, je ne suis pas un agnostique, je ne suis pas quelqu'un qui a attaqué l'Église catholique. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Là, par exemple, là, j'ai atteint les sommets de la rage. Je vous le dis. Sont-ce vraiment les circonstances où vous avez été le plus à Je vif? ne sais pas si on peut dire qu'on ne pardonne pas un archevêque, mais je pense que je ne pardonnerai pas à l'archevêque. Parce que je trouvais ça tellement bas et petit, monté en chair pour me dénoncer, moi, alors que je vivais comme un pauvre gars, courais par tous les chemins, la famille privée. C'était la mère d'Audrey qui habillait les enfants. J'avais mon voyage. Mon voyage. Puis là, bien évidemment, je savais que, arrivant à Québec, je serais obligé de gérer d'une façon extrêmement dure les finances publiques. Je voyais, parce que j'avais été informé, mes briefings, les amis qui étaient au gouvernement m'avaient dit, Lucien, les finances publiques, ça va pas, etc. On va être de côté encore. Et je voyais venir le moment où je serais obligé de gérer l'austérité. Encore une fois... Alors, gérer l'austérité avec l'archevêque de Québec qui est en chaire pour vous dénoncer, parce que vous vivez des prébendes de la pension fédérale, oubliant que je l'avais gagné, cette pension-là, mais non. Alors, je me suis dit, j'ai pas le choix. J'ai dit à Audrey, il faut que je renonce à la pension. Si je veux faire mon travail, si je veux avoir une crédibilité quand je vais gérer les finances en imposant des mesures extrêmement dures, c'est dur ce qu'on a fait. Il n'y a personne qui a jamais fait de choses dures comme on l'a fait. On a rempli un déficit de 6 milliards, puis on a fini par un surplus. Mais il a fallu couper. Il y en a eu des manifestations, puis des crises. Il y en a eu. Ça a été dur, extrêmement dur. Je le savais que ce serait dur. Mais je ne pouvais pas me permettre d'avoir l'Église catholique me dénoncer comme étant un profiteur. Alors, j'ai renoncé à la pension. Je peux vous dire que les conditions financières ont été épouvantables, d'autant plus qu'on n'a pas logé à Québec parce que les conditions financières n'ont pas trouvé vraiment la maison. Il aurait fallu que je paye tout le loyer. En tout cas, Audrey demeurait à Montréal sur McNider. Mais est-ce que dans l'image, justement... Puis moi, j'ai dormi dans mon bureau. Tout le temps, j'ai été là. Je suis justement en train d'aller là. Est-ce que dans l'image... Pendant que l'archevêque dormait dans son palais épiscopal. Si vous me permettez. Je peux me permettre ça en passant. Hein? Vous êtes encore un peu en pistolet. Oui. Ah non, ça, j'oublierai jamais ça. Écoutez, j'étais un défenseur de l'Église, moi, tout le temps. Je ne ris évidemment pas de vous, mais de ce que ça fait 3 fois que j'essaie de relancer notre conversation et le souvenir qui vous habite vous fait monter vous-même en chair ou vous tourne la chair, je ne sais pas comment dire les choses. Mais est-ce qu'il était donc important, sinon nécessaire, d'avoir l'air d'être extraordinairement frugal, au risque peut-être même d'être un peu janséniste, dans la démonstration des choix que vous alliez faire, c'est-à-dire vivre dans son bureau le plus simplement possible. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'une mise en scène dans le fond? Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je suis quelqu'un de... Bon, oui, frugal. Moi, j'ai pas de besoin de grand luxe. Moi, honnêtement, là, je suis bien logé à Montréal, j'ai un appartement très bien. Mais ce que j'aime surtout mes livres, la musique. Bon. Il y avait la Pléiade dans un coin de votre bureau, apparemment. C'était le seul luxe. Vos livres. Oui, les livres. Les livres, ça, c'est le luxe que je me paye, des luxes. D'ailleurs, c'est pas un luxe, des livres. Puis la musique et tout. Puis je m'occupe de ma sécurité matérielle. Je travaille très fort. Puis je m'en occupe et je m'occupe de ma famille, etc. Mais le grand luxe, le non. Et puis, je n'ai pas souffert de cette vie que vous évoquez parce que
c'était ce qui avait le moins compliqué pour moi. Je n'avais pas à me déplacer, aller vivre au Château Frontenac. Le matin, j'avais fait aménager... Monsieur Bourassa a déjà dormi dans un bureau à Québec. Au bunker. Au bunker. C'est un bureau de secrétaire, en fait, là, à côté, là. Et puis, il avait fait dresser une douche en tôle, là, dans le coin. J'avais un lit. Puis lui, je pense qu'à l'occasion, il dormait là. Je pense pas tout le temps, parce que je pense qu'il vivait au motel universel, pour la petite histoire. Hein? Oui. Mais moi, j'ai décidé que c'était ça, là, que j'allais. Parce que c'était plus simple pour moi. Je me levais le matin tôt. J'allais nager dans la piscine des employés civils, en arrière, à côté, tout près. Je revenais, je mangeais sur place. Il y avait, M. Parizeau avait engagé un majordome que j'ai conservé, qui faisait des sandwichs et des choses bon. Alors, j'arrivais, je prenais ma douche, je m'assoyais dans la salle de travail. M. Lévesque travaillait là aussi, et pas dans son bureau officiel. On n'a jamais pas son bureau officiel, M. Lévesque non plus. Je travaillais dans la salle, là. Il y avait une table là, de travail. Je lisais mes journaux, je déjeunais, je m'habillais, puis je commençais ma journée, puis ça se passait tout le temps là. Tout le monde venait là. Les sous-ministres, on venait vous retrouver chez vous. On travaillait là. Le gouvernement était géré là. Mais il est arrivé à l'occasion d'aller dans des ministères, mais très rarement. Ça se passait là. On mangeait là, on travaillait là. Puis je traversais à l'Assemblée nationale par les tunnels. Il y a un tunnel qui relie le bunker sous Grande Allée, jusqu'en dessous du Parlement. Alors, on se promenait dans les tunnels, puis on montait directement à l'Assemblée nationale, puis on retournait non, c'était pas délibéré dans le sens de vouloir, etc. Non. Mais compte tenu des choix qui s'en venaient, peut-être que ça aurait pu être utile. Ma question à vous, est-ce que ça n'a pas été mauvais. Vous me direz, je conviendrai que ça n'a pas été mauvais. Quand les gens venaient me demander des choses dans mon bureau, là, puis quand ils me voyaient comment j'étais organisé, là, j'étais capable de leur dire non. Hein? Je pouvais leur dire non. Mais justement, parce que je donnais l'exemple. Parce que le Parti québécois, traditionnellement, dit-on, a le cœur à gauche, comme on veut l'avoir d'ailleurs. Or, j'ai l'impression que depuis toujours, vous étiez sous la bonne bannière avec M. Mulroney. Je ne parle pas mais non, mais il y a une chose conservateur. Conservateur. Je vais vous reprendre. Là, je vais vous reprendre, si vous me permettez. Ben... Parce que s'il est vrai que nous avons été très conservateurs au point de vue fiscal, oui, parce qu'on a restauré les finances publiques, on a rétabli la cote d'emprunt du Québec, et ainsi de suite. Mais en même temps, on a mené une politique sociale très avancée. On a créé l'équité salariale, oui. On a créé les politiques familiales, les garderies, l'économie sociale. On a fait beaucoup de choses pour le social. On a tout fait ça en même temps. On avait un programme très équilibré. C'est pour ça que moi, je refuse d'être étiqueté à gauche ou à droite, parce que moi, j'ai dit selon le bon sens. J'ai dit conservateur, j'ai pas dit... Vous avez dit conservateur. Moi, conservateur pour l'intégrité des finances publiques. Parce qu'il n'y a rien de plus important pour une société d'avoir un gouvernement qui a des piliers financiers, qui n'est pas en train de se promener partout pour emprunter de l'argent, puis être incapable de rembourser, puis de couper dans les missions sociales. Moi, j'ai toujours été partisan d'équilibre financier qui nous permettent de remplir nos missions sociales. Et ça nous a permis de le faire aussi, nous, parce qu'on a vraiment créé des programmes sociaux comme il s'en est rarement créé au Québec dans d'autres mandats. Mais je reviens au conservateur. Le conservateur est par définition est pas un réactionnaire. C'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, le conservateur apprécie une partie de ce qui l'a précédé. C'est peut-être ça aussi d'être conservateur. C'est une manière de voir les choses. Et socialement... Mais vous le savez qu'il y a des mots qu'il faudrait définir avant de se... Mais je sens que ça vous tente de dire que... Conservateur, c'est qu'est-ce que... Pour moi, conservateur, d'avoir les institutions. Moi, je suis un homme d'institutions. Les institutions, c'est ce qui nous protège contre le fascisme, contre l'anarchie, contre les idéologies, contre tous les désordres. Puis ça prend du temps à créer une institution. Combien de temps faut-il pour créer un système judiciaire qui va rendre des jugements pour mettre fin à tous les litiges avec l'acceptation de ceux qui sont en différend? Ça prend des siècles. Des siècles. Combien de temps faut-il pour asseoir l'autorité d'un gouvernement accepté par le public? D'accepter, par exemple, qu'il y a des gens qui sont élus, qui, au bout de 4 ans, s'en vont, qui ne font pas de chichi, qui quittent leur fonction parce qu'ils ont été défaits ou que c'est fini. Ça prend du temps parce que ça a été longtemps des dynasties puis des dictateurs, hein? Mais on a réussi à créer ça, les institutions. Il faut les conserver, les institutions. C'est précieux. Alors moi, je suis un conservateur d'institutions. Oui, à ce point de vue. Bien, c'est vous qui l'avez dit. Il faut les conserver. C'est ce que fait le conservateur. Il faut les maintenir, les protéger, etc.
Mais c'est pas un reproche. Bon, OK. Comment se Non. fait-il qu'on soit aujourd'hui si inquiet, effectivement, d'être étiqueté ou à droite ou conservateur, alors que, par définition... C'est plutôt, on dit à droite ou à gauche. Droite ou gauche. Bon. Mais ça fait très peur aujourd'hui d'être Non, moi, ça étiqueté me fait à pas droite. peur, sauf que je trouve ça... c'est pas pertinent. C'est une façon tellement facile de Réductrice. cataloguer les gens, de les réduire. Ah, ça, c'est quelqu'un de gauche. Ben, moi, j'aime mieux qu'on parle d'un progressif, peut-être. Ah, c'est quelqu'un de droite. Ben, quelqu'un de droite, ça veut dire quoi, la droite, là? Ah, moi, j'ai le portefeuille à gauche. Ben, le problème, c'est que c'est le portefeuille du public, c'est pas le portefeuille du ministre. Là. Tu sais? Quand vous avez quitté la politique, on a commencé la semaine dernière sur un clip où on vous entend parler de votre famille et du prix que vous avez à payer quand vous êtes en politique pour faire ce que vous devez faire. La famille peut être un de ces prix. Pensez-vous, en 2001, que vous pourriez un jour regretter d'avoir renoncé au pouvoir? Ou la page est tournée, puis vous dites « je ne pourrai jamais regretter ça ». Je n'ai pas regretté. Je me suis ennuyé de l'intensité de la vie politique. Quand du jour au lendemain, on se retrouve dans un bureau d'avocat en train de rédiger des documents, là, à porte fermée, personne ne vous appelle. C'est pas le même genre de vie, hein? Puis en plus, le pouvoir, c'est la possibilité de faire des choses que vous jugez importantes. Alors, oui, la perte du pouvoir, il y a un deuil, je l'ai reconnu, il y a un deuil. Mais m'ennuyer de la vie politique, les relations avec les médias, c'est très, très difficile. Oui, vous l'avez souvent souligné. Dur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas que les médias au sens Puis là, où... maintenant, c'est encore pire, les médias sociaux, qui influencent même les médias. Les médias lisent les médias sociaux. Souvent, ils font des nouvelles avec ça. En fait, ce qui, moi, m'inquiète davantage, c'est qu'on est peut-être, à cause des médias sociaux, de la rapidité, de l'instantanéité des choses, à se méfier des mots avant même qu'on les ait prononcés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace où on peut déposer quelque le manque chose. de sens pratique, le manque de jugement, le manque de sens critique. La rapidité, bien sûr, mais ça existait, la rapidité, ça. La rapidité, là, on faisait un point de presse d'une campagne électorale, puis 5 minutes après, on avait la réponse, là, puis... c'est le manque de sens critique. C'est qu'il n'y a pas de temps de battement, il n'y a pas d'analyse. On réagit comme ça, à fleur de peau, de façon vulgaire, de façon injurieuse, de façon diffamatoire. C'est des poubelles, parfois, ces affaires-là. C'est des poubelles infâmes. Et ça influence les décideurs. Malgré eux, ils sont influencés. Moi, ça m'est arrivé quelquefois de regarder ça, j'en reviens pas. Les cheveux me restent sur la tête. Donc, je ne pourrais pas être en politique aujourd'hui parce qu'il faut être poli avec les médias sociaux. Enfin, moi, je ne pourrais pas être poli avec les médias sociaux. Je peux vous dire ça. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de mépris, même, pour certaines réactions des médias sociaux. On détruit des réputations, le temps de le dire, sans jugement, sans appel. Comme ça. Mais c'est à ça que je voulais en venir. Parle-moi pas des médias sociaux parce que moi, je ne suis pas de bonne humeur dans ce temps-là. Mais je ne veux pas tellement parler que des médias sociaux. Je ne pourrais pas être en politique aujourd'hui. Vous vous rendez compte que je ne pourrais pas être en politique aujourd'hui? Je ne serais pas capable d'être en politique. Je ne serais pas capable de marcher à quatre pattes devant les médias sociaux, comme ils sont parfois obligés de faire. Les politiciens, les dirigeants, sont obligés de ménager leurs mots. Ils inventent des mots pour pas nommer les choses. Les langues, c'est dit tellement... Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est exactement ce dont je vous parlais il y a quelques minutes. Quand vous ne m'avez peut-être pas écouté, je vous disais, est-ce que c'est ça? Comment vous c'est pas, pas, moi? Ça se peut, ça je se suis pas ici pour vous écouter, je suis aussi pour vous répondre. De tenter de vous répondre. Mais quand je vous disais, on se méfie du mot qu'on n'a pas encore prononcé tellement on a peur d'être cancelled, parce que c'est un peu ça, d'être zappé, éliminé. C'est difficile d'avoir des échanges politiques si on a peur de prendre des risques. Parce que c'est ça, la politique, c'est de prendre des risques. Des fois, de ne pas avoir le bon mot, mais au moins de l'échanger. Un jour, je vais rédiger un dictionnaire des mots tordus qu'on a inventés pour ne pas nommer la réalité. Il y a tellement de mots comme ça n'a pas de bon sens. Mais quand on nomme pas les choses... On a fait une réforme, les itinérants, là. C'est un problème dans nos villes, les itinérants. Les gens qui souffrent, là. Tu sais, ils ne prennent pas leurs médicaments, puis ils sont dans des conditions épouvantables. On voit ça à Montréal, là. Je le vois tous les jours, là. Bon. Avant ça, vous me direz, on ne les voyait pas parce que pudiquement, on les cachait, mais on les traitait quand même dans les hôpitaux, puis on s'en occupait, puis ils avaient leurs médicaments, puis peut-être qu'il y aurait eu moyen de les animer, je ne sais pas, mais on a appelé ça la désinstitutionnalisation. Il y a plein de mots comme ça que les gens ont utilisés pour cacher leurs faiblesses,
cacher des choses qu'ils n'aiment pas, des choses qu'ils n'ont pas le courage d'affronter. Médias sociaux, c'est un fruit, bien sûr, des avancées technologiques qui ont permis à tout le monde d'avoir un droit de parole. On a donné un instrument d'intervention, une tribune, à tous ceux qui ont un ordinateur ou une tablette. C'est formidable. On a inventé la possibilité de faire passer les meilleurs messages, la formation, la culture, l'élargissement des horizons. C'est merveilleux. Mais ça a créé aussi les mouvements sociaux. Ça a donné un instrument incroyablement efficace à n'importe qui d'influencer l'opinion dans le mauvais sens, à partir de réactions négatives, pas étudiées, pas analysées. Mais je vous rétorquerais que les mouvements sociaux sont peut-être la réponse d'une génération à l'impression que la politique n'est pas capable de répondre à leurs aspirations et qu'il faut donc se manifester autrement, que le vote seul ne compte pas. Vous pouvez penser que c'est un jugement porté sur la qualité du leadership politique. Je ne suis pas sûr de ça. Ce n'est pas les politiciens qui ont inventé la possibilité d'ouvrir son ordinateur le matin et de dire n'importe quoi à n'importe qui. Ils n'ont pas inventé ça. Ils le subissent. Ils le subissent. Il y a un risque à ce que l'on dévalorise à l'infini la fonction du politique? Ben oui, c'est en train de se dévaloriser considérablement. On part de loin. Évidemment, le général de Gaulle a écrit un livre dans les années 30 qui s'appelle « Le fil de l'épée ». C'est un livre sur le leadership. Les leaders, ils les appellent les chefs. À l'époque, on les appelait les chefs. Mais vous voyez que vous êtes un peu conservateur. Ben, c'est ça qui est bien aussi, c'est oui, de se c'est revendiquer ça. de C'est leader ça. d'une autre Conservateur époque. de lire un livre qui a été publié il y a plus de 5 ans. Ben ça, c'est pas le genre de conservatisme que j'admettrais. Vous comprenez? Ben, c'est-à-dire que ce que moi j'admets comme parfaitement positif, c'est de se revendiquer d'une école... Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai vu quelque part quelqu'un qui a dit « Bouchard ne lit plus que des Pléiades ». Bon. Pléiades. Elle est bonne, l'expression est pas mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Ça veut dire qu'il ne faut pas retourner aux sources de notre patrimoine intellectuel, aux grandes sources de la création artistique, de la pensée, de l'art, de la poésie, qu'on trouve dans les classiques. Mais je suis avec vous, Lucien Bouchard. Hein? Je préfère consacrer du temps à Balzac plutôt qu'à une mauvaise nouveauté. On est bien avant 1930, là. Hein? Revenons donc à De Gaulle et à ce qu'il disait sur le leadership. Oui, De Gaulle, il disait que le leadership a besoin de distance. Essentiellement, il disait, le dirigeant politique, il faut qu'il ménage une distance. Il ne faut pas qu'il devienne un instrument des émissions de variété, par exemple. Non, il y a à protéger un certain temps de réflexion d'abord, puis une distance avec l'événement pour pouvoir dominer les événements et ne pas être dirigé par les événements. Et vous me le dites en souriant parce que vous savez que c'est aujourd'hui totalement impraticable comme possibilité de faire de la politique. Vous me donnez raison que je ne pourrais pas faire de la politique aujourd'hui. Je suis content que pour une fois, vous me donniez raison. Parce que moi, j'ai posé un diagnostic sur ma capacité. Moi, je lis les journaux, je suis les événements. Qu'est-ce que je ferais? Enfin, je sais que je ne serais pas capable. Je le sais. La conclusion, je l'ai tirée. Oh, je suis certain. Donc, vous me donnez raison. Je vous remercie. Je vous donne parfaitement raison. Comme si c'était impossible qu'on puisse s'entendre. Cette idée qu'il n'y a nécessairement qu'une relation antagonique entre la personne qui nous pose des questions et celle qui répond, c'est tellement conservateur, comme dit Lucien Bouchard. C'est détestable. Bien au contraire. Si vous aviez à dire une chose dont vous êtes absolument, mais absolument fier sans hésitation que vous avez accompli dans votre vie, qui valait la peine d'être sur Terre. Vous Terre. la distinction, on peut être... Moi, je suis un homme fier, là. Mais j'ai pas tellement de sujet de fierté de ce que j'ai fait. Pas tellement. On a surtout échoué dans notre principal combat, notre principale démarche. Laquelle? La souveraineté du Québec, on a échoué. Pour combien de temps? Je pense que ça risque d'être longtemps, là. Mais je ne prononcerai pas les mots fatidiques. Et que dans l'avenir immédiat, on ne pense pas que les choses vont beaucoup s'améliorer. Immédiat, j'ai dit. Ça peut être court, immédiat. Et... Donc, moi, je me pèterai pas les bretelles, là. Si vous avez pensé que je terminerais cette émission-là en me pétant les bretelles sur 2 ou 3 grandes réalisations, vous ne me connaissez pas. Parce que c'est pas comme ça que je me vois. Je me vois comme quelqu'un qui est dans des situations qui étaient imprévisibles. J'aurais pu très bien pas être en politique, moi, très bien. Selon toute probabilité, je n'aurais pas dû en être.
parce que je n'ai pas vraiment le tempérament d'un politique. Je ne fais pas assez de compromis, j'attends pas assez longtemps avant de casser les ponts. Je le sais, ça, bon. Mais justement, bon, je me suis retrouvé dans des situations pas imprévues. J'ai fait ce que j'ai pu, avec mon bagage, avec ce que j'avais, ce que je pouvais. Parfois, j'ai mieux réagi que d'autres. Des décisions qui ont été meilleures que d'autres. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas, comme on disait à l'université, il n'y a pas à écrire à sa mère. On était à l'université à Québec, puis on n'allait pas souvent chez nous. Puis j'ai rencontré une fille, je vais écrire à ma mère pour lui dire non, on ne va pas écrire à sa mère pour celle-là. Vous savez, les expressions qu'on avait à l'époque. J'ai la même. Ça ne vaut pas toujours la peine d'écrire à sa mère, mais vous avez sous-estimé mon intérêt profond pour vous, parce que je n'espérais pas une réponse qui soit ancrée dans le champ professionnel. Je me suis dit, il va peut-être me parler de ses fils. Bien, si vous me demandez qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie, d'ailleurs, comme on venait de passer beaucoup de temps sur la vie politique, j'ai pensé que votre question était liée à la vie politique. Non, mais c'était pas un piège. J'aurais pu vous répondre, les garderies, je suis très fier de ça. J'aurais pu vous répondre, enfin, bon, j'ai beaucoup de choses qu'on a faites qui ont de l'allure, là, tu sais. D'avoir rétabli les finances publiques, je suis content de ça, parce qu'on les a vraiment rétablis. Bon, mais ce qui est le plus important dans la vie, c'est sûr, c'est nos enfants. Les seules traces dont il vaille la peine de parler, c'est la postérité de nos enfants, ce qu'on leur a transmis, de valeurs, d'énergie. Oui, c'est nos enfants. Puis l'amour de nos enfants. Et vous qui vouliez un clan. Puis j'ai refait ma vie maintenant. Puis c'est une chose importante pour moi, de réussir une vie de couple. Mais je vous la souhaite belle et longue. Merci. Merci, Lucien Bouchard. Ça a été passionnant.